Bonjour à tous et merci pour cette invitation d'être à cette table courbe aujourd'hui. Je trouve, en entendant Dominique Genelot, beaucoup de points avec lesquels je résonne très fort parce que moi aussi c'est passé fort. Moi aussi j'ai rencontré la pensée complexe à un moment donné dans ma vie quand j'étais enseignant-chercheur en neurosciences. J'ai travaillé sur la plasticité. Et donc, pour donner quelques dates, en 84, je rencontre la pensée complexe, mais également l'homme. Et à partir de là, je vais commencer à penser différemment. Et comme je suis, à côté de cela, également formateur d'enseignants, je prends conscience que la plupart des enseignants ont une représentation simplifiée de l'élève. Donc, dans les années 90, je vais quitter les neurosciences pour m'intéresser aux sciences de l'éducation sur un point particulier qui est un point qui est absent dans la formation des enseignants, qui est la dimension affective, c'est-à-dire une dimension qui généralement est oubliée, puisque c'est les travaux de Piaget qui dominent, et que Piaget a parlé uniquement des interactions cognitives d'un sujet avec son environnement, et il a explicitement dit qu'il écartait les aspects affectifs et cognitifs. Or, quand on vient des neurosciences, on voit que les neurones qui sont associés aux émotions et les neurones qui sont associés au fonctionnement cognitif, eh bien, ils marchent ensemble depuis la rétine jusqu'aux lobes frontaux. Alors, très rapidement, quand je vais être en sciences d'éducation, dans la petite équipe qui se constitue, on va être saisi par les questions de violence et deux ministères vont nous demander d'expliquer, de mieux comprendre en quoi consiste la violence scolaire. Et on va faire ces recherches dans une première étape en France et au Canada, puis ensuite en Suisse. Et dans ces recherches, nous avons été amenés, pour comprendre le phénomène et ensuite pour intervenir, de créer ou de développer un modèle complexe des motivations humaines, un modèle qui intègre plutôt que de les opposer, comme souvent les auteurs de ces différentes théories se sont opposés et disputés pendant des fois des dizaines d'années, des différents aspects, différentes façons de voir l'être humain. Je pense à la motivation behavioriste, la psychologie humaniste ou la psychanalyse plus près de chez nous. Et toutes ces approches, finalement, elles étaient compatibles avec le mode de fonctionnement du cerveau. Donc il n'y en avait pas une qui était, en disant neurologiquement c'est incompatible, elles sont toutes compatibles. Mais ça me paraissait dommage, avec les personnes avec qui on a construit ce modèle, de les exclure. Or, quand on a eu ce modèle, on a pu à ce moment-là construire des dispositifs différents et permettre en particulier aux élèves qui étaient à la fois ancrés avec des comportements violents et aussi, comme le montre la forte corrélation avec l'échec scolaire, en travaillant sur cette interaction, on a pu voir que ces élèves pouvaient changer. Et s'ils pouvaient changer, il fallait bien qu'il y ait plusieurs systèmes de motivation. Alors mon propos, c'était donc de vous énoncer très rapidement ces trois systèmes de motivation. La motivation de sécurisation, qui nous place souvent en référence externe, c'est le fait qu'on se sent bien quand on est dans le connu, on se sent bien quand nos idées sont validées par les autres, quand on se sent reconnu, accepté, en sécurité. Et donc, c'est les valeurs de sécurité et de stabilité qui découlent de ce modèle. Deuxième système de motivation, ce serait la motivation d'innovation, c'est-à-dire que de manière intrinsèque, nous avons une pulsion qui nous pousse à nous développer, qui nous pousse à devenir un peu plus nous-mêmes, même si soi-même c'est un grand mystère, c'est ce qu'on est. Et c'est la source de motivation qui récompense l'apprentissage et qui nous propulse vers l'autonomie, qui finalement fait de nous des sujets ou des personnes en devenir. Dans ce cas-là, le plaisir que l'on éprouve à explorer, à rencontrer la différence, et comme la différence nous attire, nous intéresse, nous enrichit, derrière, il va y avoir les qualités d'altruisme qui vont avec. Ce système de motivation d'innovation est complètement complémentaire avec la motivation de sécurisation. On pourrait dire que c'est seulement quand on se sent en sécurité qu'on va prendre le risque d'apprendre, qu'on va prendre le risque d'aller vers la différence. Et puis, on s'ennuierait si avec cela, il y a un troisième système de motivation, une troisième modalité du cerveau qui pourrait prouver plaisir ou frustration, qu'on a appelé la motivation d'addiction, qui dérive de la motivation de sécurisation, mais qu'on a appelé aussi motivation de sécurisation parasitée. Et dans ce cas-là, au contraire de
la motivation d'innovation, on va être enfermé dans des conduites répétitives, comme le montre l'addiction, addiction qui peut être à des produits, addiction qui peut être à des comportements. Une quinzaine ont été suspectés, et en particulier, dans mes travaux, on a mis la violence, alors que l'agressivité, que je distingue radicalement comme une pulsion biologique qui vise la sécurité, se situe dans la motivation de sécurisation. Donc on va avoir la violence comme comportement, on va avoir aussi la love addiction, c'est-à-dire l'addiction à des personnes et l'incapacité à faire les deuils, c'est-à-dire 30 ans plus tard, les personnes peuvent être encore scotchées dans une relation. Et puis, dernièrement, ce que j'ai essayé de mettre dans cette liste, c'était l'addiction à des idées, l'addiction à des certitudes. Et dans ce cas-là, les valeurs qui en découlent, c'est l'individualisme, la logique d'immédiateté, c'est tout de suite, pour moi, et à court terme. Et dans ce cas-là, va en découler l'irresponsabilité. Donc, on pourrait dire que ça s'oppose à tout projet de long terme, éthique, et de prendre des décisions. Alors, accepter d'être porteur chacun de ces trois systèmes de motivation nous crée forcément une représentation de l'homme où on ne peut pas prévoir ce qu'il va faire. Et le pire des hommes, on ne peut pas savoir ce qu'il va devenir. Donc j'ai bien aimé l'anecdote historique par rapport à la résistance. On ne sait pas ce que va devenir cet homme, donc il peut peut-être faire du mal à un moment, et à un autre moment faire du bien. Et pour accepter vivre dans l'incertitude, dans l'impossibilité de prévoir les actions des hommes, finalement, c'est là que se trouve la liberté de l'homme, parce que s'il n'aurait qu'un ou deux systèmes de motivation, son comportement serait prévisible et lui serait déterminé. Donc, j'ai essayé de faire un plaidoyer pour une éducation à l'incertitude, dont le premier élément, ce serait d'adopter un postulat de cohérence, c'est-à-dire penser que chaque être humain est aussi cohérent que l'univers qu'il a fabriqué actuellement, on dit en 13 milliards d'années, qu'il est aussi cohérent que les millions de réactions enzymatiques qui à chaque seconde nous interviennent pour nous maintenir en vie, et dès que ça dérape un peu, c'est la maladie et très rapidement la mort, et donc postuler qu'au niveau psychique, fonctionnement psychique, l'individu est aussi cohérent. Et ça serait à ce moment-là un postulat qu'on a testé dans l'action, qui est de penser que chacun a des bonnes raisons de penser ce qu'il pense, plutôt que de voir le monde entre pensée juste et pensée erronée, de penser qu'il a des bonnes raisons de dire ce qu'il dit, de faire ce qu'il fait, et surtout de ressentir ce qu'il ressent. Et appliqué par les enseignants en situation scolaire, on voit qu'à ce moment-là, les élèves se sentent acceptés, ça restaure la motivation de sécurisation, ils prennent plus le risque d'apprendre, et du coup, ils sont c'est moins tentant d'aller vers dans le sens de la motivation d'addiction. Et je propose donc, pour terminer, que ce postulat de cohérence soit donc adopté, parce qu'il permet de faire, quand on le ressent profondément, le cadeau à autrui d'accepter sans condition la personne. Ce n'est pas la prouver, ce n'est pas la justifier, parce que évidemment, l'acceptation des comportements, elle, est conditionnelle. Les comportements acceptables, les comportements non acceptables. Donc il s'agit de pouvoir accepter la personne et de manière inconditionnelle et lui faire ce cadeau-là, parce qu'à ce moment-là, les choses pourraient changer plutôt que de penser que l'autre qui diffère trop de nous est forcément absurde, ou il fait des erreurs, ou qu'il ne pense pas comme il faut, ou etc., ou il a des lacunes. Je vous remercie.